Quand je suis arrivé à Bujumbura, c'était le silence total. Mais c'était un silence qui tue. On dit la science n'a rien arrangé dans le VIH-Sida. Ça, je vous dis, c'est pour cela qu'on dit maintenant, il faut trop de bruit, il faut trop de bruit sur le VIH-Sida. Trop de bruit sur le VIH-Sida. Si je dis bruit, parlons de Sida. Je m'appelle Juvenal Nandikiyé, j'ai 42 ans. J'ai appris ma séropositivité en 1988. Je suis parti en Chine en 1985 pour faire mes études d'architecture à l'université. J'avais eu une bourse dans mon gouvernement et j'avais fait le test avant de partir. Le test était négatif parce que c'était obligatoire. Pour aller en Chine, il fallait d'abord faire le test. Et après 3 ans d'études, pendant les vacances d'hiver, j'ai fait un virée à Hong Kong et j'ai rencontré une Chinoise, j'ai fait l'aventure avec elle. Et c'est là où j'ai attrapé le virus du sida. Moi, je l'ai appris dans des conditions très très difficiles parce que quand le test est devenu séropositif, j'ai vu des policiers chinois qui sont venus me prendre en pleine cour. Ils m'ont menotté, ils m'ont mis en prison sans rien me dire. Et moi, personnellement, je ne savais pas ce que j'ai fait contre la loi chinoise. Je suis resté en prison pendant 48 heures. Vous comprenez très bien, j'étais parti pour mes études, je n'ai pas terminé les études et je rentre en catastrophe. Je n'ai pas eu le temps d'aller récupérer mes affaires à l'université. Je débarque à l'aéroport de Bujumbura. Quand j'arrive à Bujumbura, ce n'était pas facile. En 88, on n'avait pas beaucoup d'informations sur la maladie, que ce soit ici en France, que ce soit dans nos pays africains. Je pense qu'en 88, on n'avait pas beaucoup d'informations. Parce que le sida a été connu en 82 et on n'avait pas assez de recul pour savoir ce que c'est la maladie en fait. Bon, quand je suis arrivé à Bujumbura, c'était le silence total. Mais c'était un silence qui tue. Parce que pour moi, je me disais c'est fini. Donc la vie c'est fini. Et tout ce que j'ai fait, moi, j'ai sombré dans l'alcool. Donc j'ai sombré à l'alcool pendant 3 ans, je dirais. Parce qu'à ce moment, j'attendais la mort. Le sida était égal à la mort à l'époque. Bon, j'ai attendu la mort la première année, la deuxième année, la troisième année. La mort n'arrivait pas. Alors, c'est à partir de ce moment, en 91, que j'ai commencé à penser à mon avenir. J'ai commencé à m'interroger intérieurement. Bon, si je ne suis pas tué par le sida, finalement, qu'est-ce que je vais devenir? J'ai commencé à m'informer sur la maladie. J'ai commencé à m'intéresser sur le programme national de lutte contre le sida, ce qu'il faisait dans mon pays. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'il y avait une stigmatisation et une discrimination que je ne pouvais pas vous parler à cette époque-là. On va envoyer des messages. Donc on s'est dit à 15h. Inch'Allah. Merci. Ciao. Le VIH-Sida, je ne croyais pas que ça va tomber sur moi. C'est comme ça tout le monde. L'objectif pour moi de faire les témoins, c'est ça. Chacun de nous attend le VIH-Sida. Chacun de nous attend des malheurs. Mais très généralement, peu de nous qui pensent, est-ce que ça peut tomber sur moi-même? La situation m'a beaucoup dépassé. Ça m'a beaucoup dépassé. J'ai été dépassé. Je pensais que, parce que je ne sais rien, ces temps-là, je ne connaissais rien dans les situations de VIH. J'ai dit voilà, je vais mourir dans 2 jours, 3 jours.
Et comment je vais partager ça avec ma famille, comment je vais partager avec n'importe qui que ce soit. Voilà, c'était les premières préoccupations pour moi. Je pensais quand même que je vais mourir dans 2 jours. Je puis transférer le message à mes épouses, à ma famille, sensibiliser la famille. Ils sont acceptés en fait, ils sont acceptés. J'avoue que on peut, dès que tu acceptes, dès qu'un séropositif accepte de passer ou de passer le message, de partager les soucis de séropositivité entre toi et ta famille, tu ne seras pas isolé. Mais si tu vois qu'un séropositif est isolé, il n'a pas voulu transmettre le message, il s'est resté dans le silence. Et quand il reste dans le silence, la séropositivité, c'est trop lourd psychologiquement, c'est trop lourd moralement. Il faut partager le poids, entre toi et ton entourage. Ici, nous sommes dans un pays religieux, 80% des musulmans, 90% des musulmans, la sexualité est tabou, la culture n'accepte pas parler de la sexualité dans la famille. Donc en fait, on prend très généralement un séropositif comme un prostitué ou comme un homme qui n'a pas suré ou que non. Je pense qu'on peut avoir le sida sans avoir la sexualité, sans faire la sexualité. Le sida, ce n'est pas lié aux sexualités, mais ça fait partie de la sexualité, 80% ou 90% d'accord. Mais il y a d'autres pourcentages. Hein? Il y a la transmission mère-enfant. N'oublie pas, il y a la transmission sanguine qui prend 6% ici au Mali. Il y a la transmission mère-enfant qui prend 4%. Donc, n'oublie pas, il y a des filles qui sont vierges à présent, qui ont séropositif, qui n'ont rien à voir avec la sexualité, qui n'ont même pas l'âge de sexualité. Il y a des enfants de 2 ans, 3 ans qui sont atteints de sida. Donc, qu'est-ce qu'ils font faire? Ils n'ont pas fait la sexualité pour avoir ce virus. Certains malades qui sont là, qui se reposent, qui sont souffrants. Ça, c'est la maternité? Voilà, ici c'est la maternité, à l'hospitalisation. Donc, les gens avant, au niveau en tout cas de la région, ils pensent que le VIH est lié surtout au vagabondage sexuel, c'est lié surtout à la prostitution et ou bien, comme on le dit, hein, des actes sexuels qui sont faits au niveau hors mariage. Ce qui fait que les gens sont stigmatisés, qui sont rejetés, parce que si quelqu'un est infecté par le VIH, on dit bon voilà, ça c'est... Il n'est pas fidèle, donc vraiment il fait des actes sexuels. Donc c'est quelqu'un qui fait la débauche. Hein. Donc c'est pas, alors que ce n'est pas ces facteurs, c'est bien sûr que le VIH est transmis, à 88% c'est les rapports sexuels, mais ce n'est pas ces facteurs seulement. Il y a d'autres facteurs socio-culturels, comme on dit, qui entraînent la propagation, tels que, comme je l'ai dit, l'excision. Hein? Tout ce qui est néfaste, par exemple, on appelle les mutilations génitales. Parce que souvent, il faut reconnaître que dans les brousses, ils font l'excision avec un seul couteau. Un seul couteau, ils font ranger en fil les jeunes filles et ils font l'excision avec un seul couteau. Donc ça peut faire que si une personne, dans le groupe, si une personne est infectée, elle peut infecter toutes les autres personnes. Donc ça, c'est des facteurs jusqu'à présent qu'on pratique. Bien sûr qu'on est en train de lutter contre ça au niveau du Mali, mais il y a dans certains contrées vraiment jusqu'à présent. Donc c'est des facteurs qui font la propagation. Il y a également ce qu'on appelle, j'ai dit ça au début, le lévira et puis le sorora. Hein, l'héritage parental. Hein. Ça aussi, c'est des facteurs qui entraînent la propagation parce que quand le frère décède, on ne sait pas de quoi il est décédé. Hein. S'il est du VIH, alors l'autre frère qui est marié, qui a 2 ou 3 femmes, donc il peut transmettre l'infection aux autres femmes. Hein. Donc, tous ces éléments réunis font que vraiment, ça, c'est des facteurs qui entraînent la propagation. Mais la perception, c'est surtout quand ils pensent que le VIH-Sida, c'est lié à la débauche, le VIH-Sida, c'est la mort, et vraiment, le VIH-Sida, c'est un sort. Hein? C'est un sort qu'on l'a lancé. Hein? On dit un sort, bien, c'est la sorcellerie. Donc c'est pourquoi ils se remettent souvent. Ils vont souvent chez les marabouts, chez les guérisseurs traditionnels, hein, pour essayer de voir comment solutionner à ça. Voilà. Ça qu'on a dit, c'est lié à l'ignorance. Parce que les gens
ils ne savent pas, ils croient qu'en touchant un malade qui est infecté au sida seulement, on peut avoir la maladie, ou bien en mangeant avec lui, ou bien en vivant dans le même verre. Et ça fait que les gens rejettent ces malades-là, ça les stigmatise. Dans les familles même, ils sont souvent rejetés en passant. Mais actuellement, à travers les sensibilisations, toutes ces croyances commencent à s'amoindrir parce qu'actuellement, on sait qu'on peut s'allier une personne qui est atteinte avec le VIH sans avoir le VIH-Sida. On peut manger avec lui, on peut coucher dans le même lit, bon, sans qu'il y ait des rapports sexuels quand même avec cette personne sans avoir le VIH-Sida. Donc les modes de transmission, vraiment, actuellement, c'est connu. Hein. Il y a eu même des enquêtes qui ont été pour évaluer un peu, pour savoir les connaissances, le niveau de connaissance des personnes sur le VIH-Sida. On sait que tout le monde, presque, en tout cas la majorité connaît comment ça se transmet, hein, le VIH-Sida, et quelles sont les précautions. Maintenant, qu'est-ce qui pose le problème? C'est le changement de comportement. C'est ça le problème. Parce que le changement de comportement, ce n'est pas du jour au lendemain. Maintenant, on ne peut pas aujourd'hui dire seulement c'est quand tu couches avec les femmes ou quand la femme couche avec les autres hommes qui prend cette maladie. C'est tout ça qu'il faut qu'on retienne dans ce débat. Si on n'est pas solidaire, ben, jusqu'à aller dire que l'autre il est malade et il n'est pas à nous. Ça c'est le tobo, il a dit qu'il faut intégrer nos malades. Souvent quand on dit la malade là, c'est un sidéen. Ah c'est un sidéen, on ne le touche pas. Ah non, on lui donne son plat à côté. Mais qu'est-ce qui devient l'Africain lui maintenant? Où est la solidarité? Elle n'est plus. Alors moi aujourd'hui, ces films-là, ça m'interpelle. Et je pense que ça interpelle tout le monde. Bon, on regarde les témoignages de Macan, de Juvénal. J'aimerais bien qu'on tourne un peu, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des choses à dire. Donc, allez-y. Excusez-moi, j'avais une petite question pour voir. Est-ce que c'est possible, par exemple, de voir quelqu'un, est-ce qu'il est malade, cette fille, ou bien cet homme, il est malade sans faire les analyses? Par exemple, si quelqu'un qui va voir une femme, c'est pas obligé de chaque fois qu'il trouve une femme, il va passer au laboratoire pour faire les analyses pour une femme. Et si c'est possible, parce que ça fait 20 ans bien comme ça donne des marques pour les femmes ou bien pour les hommes, quelqu'un qui est malade, il va voir des choses sur le visage, sur son corps. Oui, comme ça, c'est quelqu'un, par exemple, il trouve une femme, c'est pas obligé de avancer s'il est malade ou bien il va le reculer. Ou c'est ça, ou une autre, désolé, une autre chose. Est-ce que c'est possible parce qu'ils s'en mettent en film, il a un enfant. Et cet enfant, il est malade ou il n'est pas malade? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui l'a attrapé la maladie? Est-ce que ça, il ne peut pas avoir des enfants bien? Dans un premier temps, le sida, ce n'est pas une maladie qui est visible à l'œil nu. Pour te protéger, le seul conseil que je peux vous donner, c'est d'utiliser le préservatif parce que ça protège à 100% et j'en ai l'expérience personnelle. La plupart des enfants, des femmes qui sont séropositives ou des couples comme ça discordants et qui veulent des enfants, ils sont tous des enfants qui, c'est suivi hein, bien sûr médicalement, mais la plupart ont de toute façon des enfants qui sont séronégatifs. Et ils ont des enfants et ils ont une vie normale de couple, enfin avec des enfants qui sont séronégatifs. Voilà. Bon, et même en Afrique maintenant, il l'explique Macan, mais c'est vrai que si tu es suivi, si tu es traité, tu as quand même beaucoup de chances pour que l'enfant que tu vas donner naissance, il soit quand même séronégatif. Il y a très peu de cas où les enfants arrivent à être séropositifs, c'est parce que justement les femmes sont dépistées trop tard et prises en charge trop tard, quoi. Nous, on sait la maladie, c'est vrai. Comment tu te protèges de la maladie? Comment tu te protèges avec ta santé? Parce que si la protège, si tu sors, il faut que tu prends les habits, parce qu'il fait froid. Si tu n'as pas protégé les habits, tu vas être malade. La deuxième question, il faut que le foyer, nous qui sommes habités dans le foyer, il faut que nous, on se protège. Il faut que nous aussi, on se serre la main. Il faut qu'on forme les gens au niveau des foyers en France. Si on parle de l'Afrique aujourd'hui, ici en France, on parle des foyers. Les Africains, Maliens, Sénégalais, Mauritaniens, on est tous là. Et chacun de nous, si on prend 2 à 3 personnes, chacun a 2 femmes ou 3. Donc la parole, c'est là. Quand on est responsable et qu'on nourrit toute une famille derrière nous, on a un mot, on a une parole.
Donc le dépistage c'est à partir de là. Et comment on arrive à cela? Il faut la bonne coopération avec les délégués de chaque foyer et le gérant. Vous voyez, sur 500 personnes dans un foyer, il n'y a qu'une dizaine de personnes. Donc il y a un problème de sensibilisation. Il nous faut aller de l'avant dans le sens de la sensibilisation d'abord. Si on arrive au bout, et là je crois bien dans tous les foyers, ça sera, le reste arrive. Pour moi, c'est clair, c'est comme ça que je vois les choses. Il faut sensibiliser d'abord parce qu'il y a un problème de sensibilisation. Les gens, il y a certains qui croient au sida, d'autres, bon, que je m'excuse, un analphabète qui n'a pas été à l'école, bon, je dis, bon, moi je ne me protège pas, je m'en fous. Bon, là, mais si tu n'es pas atteint, il te faut être au moins quelqu'un comme un cousin qui vient de le dire. Là, tout le monde, et quand tu n'es pas dépisté, tu sauras que, est-ce que je n'aurai pas le sida aussi? Donc, la sensibilisation d'abord dans les foyers. Quelqu'un qui a une quarantaine de personnes à nourrir, qui a la chance, si tu es malade, là l'homme fait tout pour envoyer de l'argent, mais dépiste-toi, vas-y, va à l'hôpital. Tu dis à ta femme, vas-y, tu quittes là, tu prends là, dès que tu arrives au bled, tu vas à l'hôpital avant de te coucher avec la femme, tu ne sais pas, pendant 4 ans, 5 ans d'absence. Allons-y à l'hôpital.